Chers fans de foot, chers téléspectateurs de Mental TV, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du Clubhouse de Dribble. C'est l'automne, le froid, la pluie et une pluie de buts auquel a assisté le journaliste Boris Saint-Jalm. Bonsoir Boris, comment ça va ? Salut Marco, ça va nickel et toi ? Très bien, moi j'ai pas eu la chance d'assister à tous les matchs de BGL League que tu as pu suivre. Ouais, c'était des beaux matchs, Strassen Progrès et puis pour finir Racing Pétange. Deux belles rencontres entre quatre belles équipes. Donc ouais, non, c'était un bon régal. Et puis des équipes dont on va reparler dans notre sommaire, mais avant cela, nous accueillons notre invité. Il a 34 ans, il écume les pelouses du Grand-Duché depuis 2012, sous les couleurs du Fola d'abord, pendant 7 saisons, puis le F91 pendant 4 ans, avant de passer une année un peu plus compliquée au FC Chifflange, mais cette fois-ci, il est revenu à Dudelange sans avoir perdu toute sa grinta. C'est le défenseur Mehdi Kirch qui est avec nous. Bienvenue Mehdi. Salut à vous deux et merci pour l'invitation. Et merci à toi de l'avoir honoré. Belle semaine pour Dudelange avec ces 6 points pris en 2 matchs en 4 jours. Là. Oui, je dirais même 9. Et puis 9 avec la semaine dernière. Les derniers matchs sur la semaine anglaise. Bah oui, une très belle semaine qui se clôture avec un 3-0, donc parfait. Et puis le 6-1 mercredi où tu t'es même mué en buteur. Nous y reviendrons au programme ce soir, la BGL League, avec donc les 8e et 9e journées qui se sont déroulées lors de cette semaine anglaise, et Dudelange qui reste au contact du leader, le Racing qui continue son début de saison canon, la valse des entraîneurs en bas de tableau, la Ligue 1 Dames et la PH. C'est tout ça, le Clubhouse de Dribble. Et on commence par les résultats donc de cette 9e journée, celle qui s'est déroulée ce week-end. Donc avec, comme Mehdi nous l'a dit, Dudelange qui s'est imposé 3-0 face à Ostert. Le Fola s'est incliné 0-4 face à l'US Mondorf. Strassen et le Progrès Niederkorn, tu y étais Boris, se sont quittés dos à dos, un partout. Le FC Ville et le Swift Espérange se sont quittés sur un score nul et vierge. Rodange s'est imposé 3-2 face à Monderkange, qui n'a toujours pas enregistré le moindre point. Rosport et Bétambourg, un partout. Differdange s'est imposé en deuxième mi-temps grâce à un but de son capitaine, 1-0 face à la Jeunesse d'Esch. Enfin, le Racing s'est imposé 2-1 face à l'Union Titus Pétange, ce qui nous donne au classement Differdange, toujours seul en tête, qui compte 25 points, mais seulement 4 points d'avance sur son dauphin Dudelange. À la suite, nous avons le Swift et le Racing avec 20 points. À noter que le Racing et le Progrès comptent un match en moins, puisque le match Racing-Progrès s'est interrompu à cause de la pluie. Tu y étais aussi, Boris ? Effectivement, ouais, terrain impraticable dans 2 zones du terrain. Donc l'arbitre a pris la décision d'arrêter la rencontre et on ne sait pas encore quand la rencontre sera rejouée, mais effectivement, à noter, parce que dans le haut de tableau, ça pourrait changer quelque chose au niveau du classement. Ouais. Effectivement, si le Racing par exemple venait à s'imposer face au Progrès, c'est eux qui prendraient la place de dauphin et ne seraient plus qu'à 2 points de Differdange. En bas de classement, on retrouve 3 équipes pour qui ça va vraiment mal. Le FC Wiltz avec 4 points, qui a quand même obtenu le point du match nul face au Swift. Le Fola qui reste toujours bloqué avec son unique victoire et donc 3 points. Et Monderkange, 0 points, donc 9 défaites en 9 rencontres. Nous serons amenés à en reparler. Mais on va d'abord s'intéresser donc au haut de tableau. Et notamment avec l'équipe du F91 Dudelange. Alors Mehdi, déjà on va te demander pourquoi avoir fait le choix du F91 en quittant Chifflange. C'est le projet de Marco Martino qui t'a plu ? Oui, le projet m'a plu, le club je le connais très bien. J'ai été pendant 4 ans, j'ai passé de très bons moments, des phases de poule d'Europa League, des titres, des matchs européens. Et puis voilà, je connais très bien la maison. J'ai eu quelques sollicitations en fin d'année dernière, mais voilà, il fallait que sur un point de vue mental, je me retrouve et que je reprenne du plaisir. Et voilà, Dudelange s'est proposé. J'ai pas longtemps hésité à y revenir. Tu avais l'assurance d'avoir une place de titulaire ou tu l'as gagné à l'entraînement ? Non, pas du tout. Je pense, je suis venu comme un joueur. Enfin, je suis venu normalement comme un joueur, un nouveau joueur. J'ai travaillé à l'entraînement et puis voilà, le coach a décidé de me faire jouer. Après, la concurrence que j'ai avec Chris, elle est très saine. Et il faut savoir que début de saison, on a pas mal joué ensemble. Oui. On est capable d'être alignés tous les deux, pouvoir jouer ensemble. Maintenant, il a eu un carton rouge qui l'a un peu pénalisé. C'est un très bon joueur qui travaille très bien.
Et puis voilà, je sais qu'il va avoir sa chance aussi. Moi, je suis là pour aider le groupe avant tout. Et je me donne à fond. Et si je peux jouer, je joue. Si je joue pas, je serai derrière l'équipe. Est-ce que les semaines de l'épopée en Conference League, et notamment donc, le passage du premier tour, en vous qualifiant avec 2 victoires face à Escaldes, les Andorrans, ça a permis également de souder plus rapidement un nouveau groupe? C'est sûr que les victoires, ça soude toujours un groupe, encore plus celle-là qui est en Europe. On savait que le club aussi avait besoin de passer le tour d'un point de vue financier. Voilà, le voyage était long, dur, rude. 15 heures en de bus, bus, oui. Voilà, c'est ça. Mais bon, on était dans de très bonnes conditions, un très bel hôtel. On a pu avoir une journée en plus sur place pour bien se reposer, se préparer. Puis voilà, le match là-bas était très difficile parce que mine de rien, c'était une belle équipe qui jouait très bien, beaucoup d'Espagnols, du tiki-taka, c'était assez compliqué. Puis voilà, on gagne là-bas, on sait que chez nous ça va être compliqué, mais bon, ils ont fait la même chose que nous, 15 heures de bus. Et voilà, au final, le match a tourné en notre faveur et c'est clair qu'une victoire comme ça nous a soudés. Pour revenir un petit peu, tu parlais du fait que tu es arrivé avec le statut de nouveau joueur. Bon, pour avoir vu quelques matchs de Dudelange, tu as déjà un petit peu ce rôle de leader sur le terrain. C'est en toi, ça a toujours été ce rôle un peu de meneur d'homme Oui, après, quand j'ai eu des discussions avec Dudelange, ils m'ont dit qu'on a besoin de cadres pour encadrer les jeunes. Après, voilà, je le fais malgré moi parce que je l'ai en moi. Donc voilà, j'essaye d'aider l'équipe comme je peux, mettre de la voix. Je pense que c'est important dans un groupe. Voilà, c'est dans ma nature, je le fais naturellement. Alors, lorsque je m'étais entretenu avec Marco Martino avant le début de saison, donc, il a eu très peu de temps pour préparer son groupe, 3-4 semaines. L'avantage avec Marco Martino, c'est qu'il ne parle pas la langue de bois, donc il n'hésite pas à dire. Et lorsque je lui ai demandé les objectifs, les prétentions du F91 Dudelange, il m'a dit voilà, je ne vais pas vous baratiner en vous parlant d'un top 6, ce genre de choses. C'est l'Europe ou rien. Si on peut jouer le titre, on le fera. Là, à l'heure actuelle, vous n'êtes qu'à 4 points de différence. Dans le groupe, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de monter avec des ambitions qui se concrétisent? C'est sûr que quand on enchaîne les victoires et qu'on regarde le classement, on se dit on n'est pas loin. Après, voilà, il y a une belle course en haut du classement qui est bien à suivre, je pense. Voilà, on a encore beaucoup de matchs importants à jouer avant la trêve de décembre. On verra, on fera le compte d'ici là. Mais avec ma petite expérience, je sais qu'un championnat se gagne souvent sur la deuxième partie de saison. Mmh. Donc on va voir, on va continuer à travailler. Toujours l'objectif, c'est de gagner chaque match. Et on arrivera à s'y situer à la fin de l'année. Alors, pour l'instant, Dudelange, c'est seulement 2 défaites en 9 matchs. Et c'est 2 défaites face à des gros, finalement. Donc face à Differdange et puis face au Racing, qui est un peu l'invité surprise dont on va reparler dans quelques instants. Qu'est-ce qui vous a manqué pour tenir la dragée haute à ces 2 équipes, en sachant que il y a eu le 3-0 face à Differdange et puis le 4-2 face au Racing, vous n'étiez pas loin en fait de faire un résultat? Oui, après voilà, c'était des beaux matchs qui jouent sur des détails. Je prends le match de Differdange, pour moi il y a 2 situations litigieuses où l'arbitre ne nous aide pas. Après voilà, c'est des choses qui arrivent, on va pas lui en vouloir. Mais au-delà de ça, on voit que c'est une équipe qui est bien rodée. Défensivement, Rezende, on le connaît très bien, c'est très costaud et offensivement c'est très fort aussi. Il l'appréciera. Ouais, je l'apprécie aussi, donc ça va. Donc au final, voilà, c'est une victoire qui, je pense, sur l'ensemble du match est méritée. Mmh. Après, le Racing, c'est vraiment des détails où on prend l'avantage. Puis après, on baisse un peu le pied, ils égalisent, ils mènent au score, on revient au score. Puis après, voilà, 2 coups de pied arrêtés, ça s'est joué sur des détails. Mais ouais, le Racing, c'est une belle équipe. On sait que quand on voit arriver Yannick Kakoko à la tête de l'équipe, on sait que l'équipe va jouer au foot. Et voilà, il le prouve chaque week-end. Après, maintenant, c'est à eux de tenir la cadence. Et nous de faire de même, quoi. Alors il y a une force que je trouve cette année avec le F91, c'est bon, évidemment vous avez votre artilleur principal Samir Hadji, qui a déjà engrangé, je crois qu'il en est à 7 buts. Et puis tu nous le confiais juste avant l'émission, donc sur les 3 derniers matchs de Dudelange, 11 buteurs différents, c'est bien ça? Oui, je crois que c'est sur les 4 derniers matchs. Sur les 4 derniers matchs. Ouais, 11 buteurs différents et c'est toujours bon pour un groupe.
Surtout quand on voit que les remplaçants qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu, qui rentrent, les jeunes, ils rentrent, ils mettent leur petit but, ça fait toujours plaisir. Ouais, surtout pour rebondir sur ce que dit Mehdi, la saison passée, on disait Dudelange peut-être manquait un peu de profondeur de banc. Absolument. Et notamment dans la lutte finale pour le titre, parfois forcément si tu n'as qu'une rotation de 13-14 joueurs, à la fin tu es un peu essoufflé. Là je pense que pour le coup, quand tu vois les bancs de Dudelange cette saison, c'est un groupe qui est plus étoffé et peut-être qu'on verra aussi que ça fera la différence sur la deuxième partie de saison, comme disait Mehdi, quand ça va commencer un peu à tirer sur les organismes, quoi. Oui. Et puis quand même les joueurs à vocation défensive se mettent à marquer, alors on peut penser à toi lors du match contre le Fola, et puis je suis obligé de parler du but de Kino Delorge hier qui est assez incroyable. Vous en avez parlé après ouais, mais en fait, il fait le premier crochet, il passe son adversaire direct. Et là, il faut féliciter aussi le travail de Samir qui fait un appel qui enlève 2 défenseurs. Attire, effectivement. Et voilà, Kino, avec les qualités qu'il a, on le connaît, quand il frappe, il fait souvent mouche. Et là, il a bien fait mouche. Ah oui, tout à fait. Les défenseurs qui marquent beaucoup de buts, parce que Stumpf aussi qui ramène les 3 points le week-end d'avant contre Strassen. Donc non, c'est vraiment costaud, quoi. La mayonnaise, elle a prise assez facilement, je trouve, par rapport au nouveau système de jeu. Tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, c'est sûr que Marco a de très bonnes idées. Il essaie de les mettre en place. Il faut savoir que le Dudelange, quand on parlait de Dudelange, c'est le 3-5-2. Les joueurs étaient adaptés à ça. De changer le système, c'était pas évident tout de suite. Après, Marco, il a l'intelligence de mettre son système en place, de nous l'expliquer à chaque entraînement et de pouvoir le changer de système aussi au cours du match, que ce soit la construction ou défensivement. Ouais. Il arrive à s'adapter. Après, il faut toujours que les joueurs soient réceptifs et qu'ils comprennent bien la philosophie. Mais j'ai l'impression que pour l'instant, on est en période de travail où on essaie de s'adapter au mieux au système. On le travaille tous les jours. Et pour l'instant, j'ai l'impression que la mayonnaise, elle prend et il faut continuer comme ça. Et c'est peut-être aussi quelque chose qui est intéressant à noter, c'est que parfois quand on parle à certains coachs qui réussissent, je pense par exemple à Ribeiro à Pétange, son but c'est vraiment de s'adapter à l'adversaire et en produisant du jeu. Donc pour Marco Martino, ça va être davantage faire le jeu et puis à l'adversaire de s'adapter à ce que vous allez montrer. Il a quand même ce petit truc où il sait s'adapter, mais ça va pas être un changement complet d'équipe. C'est vraiment un positionnement, un 6, un 8, ça dépend. Ouais. De toute façon, tu le ressens dans la manière de jouer des équipes. Les coachs protagonistes, que ce soit Marco Martino ou Yannick Akoko, tu vois bien que leurs équipes, elles viennent, elles essayent de faire le jeu. Et c'est aussi pour ça que dans un match, le fameux Dudelange Racing, c'était un match super animé où en fait les deux équipes se disputer la balle, la possession, une grosse bataille au milieu. Donc ouais, non, pour moi, ces coachs-là, c'est vraiment des équipes souvent qui sont très agréables à regarder jouer, quoi. Eh bien, merci pour cette passe décisive puisque nous allons passer au débat et nous allons parler effectivement de cette méthode qu'a Coco. Alors c'est peut-être un peu prématuré, mais notre rôle est de poser ce genre de questions. Le Racing peut-il jouer le titre ? Alors la parole à Boris. Écoute, moi je pense que c'est un peu prématuré, oui, parce que ça fait que 9 journées et que... ça fait presque un tiers du championnat quand même. Ça fait presque un tiers du championnat, mais mine de rien, le Racing, ils n'ont pas encore joué. Le match contre le Progrès reste à jouer, il y a encore le Swift à jouer. Et Differdange. Donc tu as quand même 3 des 4 grosses équipes qui étaient prévues au début de saison qui n'ont pas encore été affrontées. Ils ont fait le boulot contre les équipes supposées plus faibles. Ils ont même battu Dudelange chez eux, donc c'est une belle performance. Donc je pense cependant que c'est un peu prématuré parce que c'est une équipe qui à la base n'est pas programmée pour ça. On a beau dire ce qu'on veut, même si peut-être parfois tu peux te dire ah oui machin. Les équipes comme le Progrès, comme Diff, comme Dudelange, comme le Swift, c'est des équipes qui au début de saison savent qu'elles vont potentiellement jouer le titre jusqu'à la fin. Le Racing c'est pas forcément le cas. J'ai pu m'entretenir un peu avec Yannick hier et il me disait forcément lui il est toujours très mesuré, terre à terre, mesuré, match après match, on verra, etc. Mais force est de constater que pour moi c'est une des plus belles équipes à voir jouer du championnat. Ils sont super agréables à suivre. Tu vois que Kakoko a déjà mis son empreinte sur son équipe hier, même si ça a été un peu plus dur dans la création d'occasions nettes. Au milieu de terrain, les mecs, tu leur prends pas la balle. Monge qui s'est déjà super bien adapté, non, c'est vraiment du très, très solide. Et en plus, il n'y avait pas Ikene. Et puis, en vrai, devant, ils ont des mecs qui sont capables de te faire la décision avec
quasiment rien en fait. Hier, Mabella, il fait la décision sur 2 ballons, quoi. Justement, alors je me permets de te contredire, mais si ton argument c'est que c'était pas forcément une équipe qui était taillée pour en début de saison, quand on a Romain Ruffier qui devient gardien principal et directeur sportif dès le mois de mai, que Yannick Kakoko arrive fin juin, donc il a pu avoir tout l'été pour préparer son équipe, et qu'on voit l'armada offensive, alors tu cites Yann Mabella, mais on peut également citer Mazier, on peut citer Sceaux, finalement c'est une équipe qui est taillée pour au moins jouer l'Europe. En fait, pour moi, selon moi, au vu de l'effectif, oui, pour jouer l'Europe, déjà jouer l'Europe et le titre, c'est pas la même chose, parce que potentiellement l'Europe, ça peut aller jusqu'à la 4e place. D'accord. Voilà, donc top 3, c'est pas la même chose. Et au vu de l'effectif, je pense qu'ils ont l'effectif taillé pour jouer l'Europe. Après, jouer le titre, voilà, il y avait beaucoup de changements cet été au Racing. Moi, je pense que l'effectif est vraiment costaud. Mais quand tu changes beaucoup de choses d'un coup, même si pour l'instant, ça marche très bien, je pense que c'est difficile de se dire que là, ouais, ils vont jouer le titre. Pour moi, déjà, s'ils font Europe, ce sera très bien pour eux, je pense. Alors, je vais donner la parole à Mehdi, puisque toi, tu les as joués. Yannick Kakoko, c'est quelqu'un que tu commences à connaître à force d'arpenter les terrains, qui a déjà imprimé sa patte à Pétange et qui, là, l'a fait de manière extrêmement rapide au Racing. De ton point de vue, est-ce que le Racing peut venir jouer les troubles faits en haut de classement ? Je pense qu'ils seront en haut. De là à dire le titre, je sais pas, parce que faut pas oublier que... Parce que ça ira à Dudelange, c'est ça ? Je l'espère, mais il y a aussi Differdange qui est bien costaud, qui a pris qu'un but pour l'instant. Et on retient toujours que les champions, en général, c'est ceux qui ont la meilleure défense. Et là, pour l'instant, ils ont pris qu'un but, donc faut les féliciter pour les 9 premiers matchs. Après, le Racing, oui, c'est clair. J'ai l'impression que le recrutement a été intelligent. Que, voilà, surtout en prenant Yannick, parce que Yannick, c'est un coach que j'aime voir jouer, enfin, faire jouer son équipe. On voit que c'est rodé, on voit qu'il sait transmettre sa façon à ses joueurs. Et puis voilà, je veux dire, individuellement, c'est une belle équipe. Je pense qu'il y a d'autres équipes qui sont meilleures individuellement, mais collectivement, c'est costaud. Pour avoir joué contre eux, on voit que c'est travaillé et bien travaillé. Bon, et cette méthode Kakoko, comment est-ce qu'on pourrait la résumer ? Alors, si c'est la force du collectif ? La force du collectif, ouais, la tactique, Parce qu'on a l'impression en fait que sur le terrain, de l'extérieur, c'est facile. Les circuits de passe, en fait. Moi, c'est ça qui m'impressionne, c'est que les circuits de passe, tu vois, t'as l'impression de voir des mecs qui jouent ensemble depuis des années. Alors qu'en vrai, tu regardes l'équipe, il y a la moitié des gars qui sont, enfin même plus, qui sont arrivés cet été. Et puis surtout, moi, ce que j'ai envie de retenir, c'est que, comme tu dis, ils ont fait un super mercato, Mehdi, ils ont ramené des super joueurs, mais en fait, c'est un mercato intelligent dans le sens où ces individualités fortes qu'ils ont ramenées, tu vois qu'elles se sont directement mises au service du collectif. Un Yann Mabella, un Mazier, sont vraiment fondus dans le collectif. Mabella, on sait que c'était pas forcément un mec qui avait l'habitude de jouer seul en pointe, et là, il le fait, et il le fait très bien. Donc non, je pense que c'est ça, en fait, la force de Kakoko, c'est de réussir à faire comprendre à ces individualités-là, à ces joueurs-là, qu'il faut en fait se fondre dans le collectif. Et pour l'instant, ça marche super bien. Donc on verra la suite, mais pour l'instant, c'est du très bon travail. Ouais. Puis alors, comme le disait Mehdi, souvent, un titre et une course à l'Europe, tout se joue en deuxième partie de saison, donc après la trêve hivernale. Vous vous êtes donné un objectif, vous, à Dudelange, d'arriver avec un certain nombre de points à la trêve hivernale ? Non, pas d'objectif. Après... Voilà, Dudelange, ça reste un club, ça fait 12 ans, 13 ans que je suis au Luxembourg, ils ont toujours été tout en haut. C'est l'ADN du club, c'est toujours d'être le plus haut, mais on ne s'est pas fixé de nombre de points, parce que si même on n'atteint pas le nombre de points qu'on s'était fixé et qu'on est premier, on signe. C'est ça, c'est sûr. Très bien, écoutez, en tout cas le Racing, on ne sait pas s'ils peuvent jouer le titre, mais on est tous d'accord pour dire qu'ils vont jouer les premiers rôles en haut de tableau. Il y en a d'autres qui jouent les premiers rôles, ce sont ceux qui ont été élus pour faire partie des sélectionnés, pour être soumis au vote, afin que vous élisiez le joueur du mois. Et bien Mehdi en a parlé. Differdange n'a concédé qu'un seul but en 9 rencontres, et c'était un but sur penalty, donc 0 but dans le jeu. Évidemment, il s'agit peut-être de récompenser le portier arrivé du Brésil cet été, Felipe Ventura, qui est nommé pour être joueur du mois de septembre. Un autre joueur dont on vient de parler, c'est Yann Mabella,
du Racing, qui a été effectivement impressionnant en pointe de l'attaque du Racing Luxembourg. Et puis le troisième joueur, c'est Valentin Fuss de l'Union Titus Pétange. Alors, donc Yann Mabella, c'est en 8 matchs, 6 buts et 4 passes décisives. Valentin Fuss, en 9 matchs, c'est 5 buts et 2 passes décisives. Voilà, faites votre choix. Votez pour élire le joueur du mois, donc entre Felipe, Mabella et Fuss. Si tu avais ton mot à dire, Mehdi, tu mettrais tes billes sur qui ? Je vais dire Fuss. Vu qu'il est alsacien et moi aussi. Voilà. Coalition alsacienne. Voilà, ici, c'est ça. Bon, et puis Valentin Fuss qui, hormis être buteur et passeur, insuffle également quelque chose de très positif dans cette équipe. Et je le souligne clubhouse après clubhouse, mais Ribeiro, même dans les défaites ou les matchs nuls, continue d'imprimer son jeu offensif. Ouais, et donc ce sont des équipes qui sont agréables à regarder, comme hier. C'est ça, exactement. Hier, même si c'était un match où il n'y avait pas beaucoup d'occasions, c'était un match très rythmé et une belle opposition de style. Et franchement, ouais, je me suis bien régalé. Et pour revenir à ce que tu disais sur le coach Ribeiro, il faut se rappeler qu'au début de la saison, quand on regarde Pétange commencer en train de tourner et tout, on se dit attention Pétange. Oui. On se dit est-ce que ça peut pas être une année un peu galère où ils vont être dans le bas de classement. Et au final, bon, je pense que ça va aller pour eux. Je dis pas qu'ils vont tenter de jouer l'Europe, mais en tout cas, ils vont tranquillement être au milieu de tableau, je pense. Et ouais, c'est sympa à regarder, donc c'est une belle équipe, ouais, c'est à noter. Année galère, eh bien, c'est celle du bas de tableau. Nous allons parler notamment de Sébastien Mazurier, l'ancien coach de Monderkange, de David Vandenbroek qui a été évincé par le club de Wils. Et puis nous l'avons appris ce matin, la démission de Frédéric Herinx, donc le coach de Rodange. Valse des entraîneurs en bas de tableau, donc voilà, ça fait déjà 3 entraîneurs après 9 rencontres qui ne sont plus en poste. Alors on peut peut-être se poser la question, est-ce que c'est trop tôt ? Est-ce que vous comprenez ce genre de décision ? Alors pour Herinx, c'est une démission, il n'a pas été évincé par son équipe. Peut-être d'ailleurs que c'est une démission pour reprendre les rênes de l'une des 2 équipes précitées. Il y a des idées derrière la tête. Donc je ne trouverais pas ça absolument délirant de penser que Herinx, qui a déjà été le pompier de service et avec beaucoup de réussite à Rodange lorsqu'il avait repris les rênes en PH et qui a assuré la montée, je le verrais bien relever un défi avec par exemple une équipe qui n'a pas encore engrangé le moindre point. Okay. Mais cela reste une supposition et du foot fiction. Alors, cette valse des entraîneurs, est-ce que vous la comprenez ? Mehdi, toi, tu as été dans une équipe, Chifflange, où vous avez beaucoup galéré pendant toute une année, sans jamais que Bouzid soit inquiété. Donc, est-ce que tu comprends ? Est-ce que toi, en tant que joueur, tu as déjà vécu ce changement d'entraîneur qui peut être un électrochoc ? Moi, je l'ai connu à Dudelange à l'époque, où on se qualifiait en Europa League. Et en fait, le coach qui était très très fort, Emilio Ferreira, est tombé en désaccord avec la présidence et a décidé de partir. Du coup, on s'est retrouvé avec un entraîneur qui était Bertrand Crasson, qui n'était pas là pour à la base être entraîneur. Et voilà, c'était un électrochoc dans le sens inverse pour moi, vu que j'ai plus joué. Mais l'année dernière, c'était une année galère, mais je pense pas que ce soit le coach qui était le problème. Je pense que c'est vous savez, il y a des saisons, des fois, où il n'y a rien qui va. Et c'était un peu... Je pense que notre début de saison a été notre défaut sur la suite, vu ça a beaucoup parlé de nous, alors que c'était un club en construction. Je pense que sur la saison, on n'a pas eu beaucoup de chance, on a pris beaucoup de buts sur coup de pied arrêté. Beaucoup de buts en fin de match aussi. En fin de match ou dans le temps additionnel. Voilà, c'est ça. Au final, de changer le coach, dans certains cas, oui, dans d'autres cas, non. J'ai pas trop d'avis là-dessus. Je pense qu'il faut surtout que le groupe adhère au projet du club et du coach pour que les résultats suivent. Alors, Boris, peut-être tu vas pouvoir donner ton avis peut-être plus sur Sébastien Mazurier, parce que pour David Vandenbroek, il y a peut-être également toute l'affaire extra-sportive des incidents entre Wils et le Progrès. Mais pour Mazurier, finalement, le fait de se séparer de ce coach, alors on peut comprendre le comité qui se dit il n'y a aucun résultat, aucun point, mais
Est-ce que là, avoir un nouveau coach sans finalement changer ni les 11, ni l'équipe, ni l'effectif, est-ce que ça peut changer quelque chose ? Ça peut changer quelque chose. Après, de toute façon, on le sait, c'est un peu... Entraîneur, c'est un métier ingrat. C'est le fusible. C'est le premier fusible que tu peux faire sauter. Tu vas pas virer les 25 joueurs de l'effectif, forcément. Donc, certaines équipes le font. C'est possible, mais c'est plus rare. Mais ce que je veux dire, c'est que Sébastien Mazuré, il est un peu arrivé en pompier de service la saison passée. Il avait une mission qui était vraiment dure de maintenir le club. Et franchement, il l'a fait plutôt brillamment, puisque à la fin, Monderkange se maintient sans passer par les barrages. Tout à fait. Il faut le noter. Alors qu'à la mi-saison, on se disait que ça allait être très compliqué pour eux. Après, forcément, comme tu dis, pour en revenir au comité, tu commences la saison, 7 défaites d'affilée. Tu gagnes pas tu perds aussi contre des concurrents directs. Donc, à un moment, le comité, ils se disent, oui, on est au quart de la saison. Si tu changes pas maintenant, ça va être compliqué. Force est de constater que pour l'instant, l'électrochoc a toujours pas eu lieu. On est presque au tiers de la saison, toujours pas un point pris. Je pense que ça va être très dur pour Monderkange cette année. Mais pour en revenir à ta question, je suis un peu partagé. Je suis comme Mehdi, c'est-à-dire que je comprends les dirigeants, pardon. Mais je trouve que c'est un peu dur pour les entraîneurs qui sont toujours les premiers à être sanctionnés. En fait, quand ça gagne, c'est toujours grâce aux joueurs. Et quand ça perd, c'est toujours l'entraîneur qui trinque. Donc, c'est un peu délicat, quoi. Bon, puis il n'y a pas forcément la jurisprudence Stefano Bensi qui conserve la confiance du comité directeur, quels que soient les résultats du FOLA. Et il force est de constater que les 2 saisons dernières, il a réussi au forceps en barrage à passer. Ouais. Donc, tous les ans, j'ai l'impression qu'on se dit, là, le FOLA, ça va être vraiment compliqué. Mais là, je pense que ça va être vraiment compliqué. Parce que... après, c'est vrai que la saison passée, c'était très dur, mais là, en fait, ce qui me fait un peu craindre le pire pour le FOLA, c'est que tu regardes les matchs, il y a vraiment un écart de niveau, pas seulement avec les équipes de tête, ce qui est un peu normal. Voilà, on a vu, ils en ont pris 6 contre Dudelange encore cette semaine, la semaine passée, mais même contre les équipes un peu plus bas de tableau, et contre Mondorf encore ce week-end, c'est milieu de tableau, Mondorf c'est costaud, mais ils en prennent 4. Contre Ochtert, ils en prennent 4 aussi. Ah oui, différence de but de moins 22 et c'est un apport offensif. De toute façon, quand on laisse partir Tim Flick et Oscar Ekberg à Dudelange... Diallo aussi, donc c'est compliqué. Ça va être dur pour le FOLA cette année. Leur chance, c'est que en bas de classement, ça n'avance pas ou très peu. Vils, ils sont à 4 points, donc ça reste jouable, mais ça va être encore une année très très compliquée pour le FOLA, je pense. Avec ton regard d'ancien du FOLA, qu'est-ce que tu peux dire, Mehdi ? Moi, ça m'attriste un petit peu. Après, je connais, je suis encore très bien vu là-bas, je m'entends très bien avec tout le monde. J'espère vraiment qu'ils vont réussir à s'en sortir, mais je pense que ça va être compliqué. Pour moi, la jeunesse, c'est bien, mais il faut un petit peu d'expérience. Ouais. Il y a Julien Klein qui est encore là, Manuel le capitaine emblématique. Il y a Gauthier Caron qui est revenu leur donner un coup de main. Mais je pense que surtout dans la colonne vertébrale, il faut de l'expérience accompagné de jeunes. Je pense que ça pourrait le faire. Je pense qu'au mercato d'hiver, ils doivent être très intelligents et recruter au bon endroit. Sans argent. Je sais pas comment ça se passe les finances, mais Tu parles de jeunesse, mais effectivement, quand on voit les buts pris hier face à Mondorf, il y a de l'inexpérience, de la naïveté. Ouais, c'est ça. Après, comme l'a dit Mehdi, c'est super bien d'avoir la jeunesse, mais tu peux pas... En fait, surtout quand tu vas jouer, tu sais que tu as des objectifs où ça va être dur, le maintien, c'est jamais simple. Alors, on peut se dire qu'ils ont l'expérience et qu'ils savent y faire, parce que Stefano Bensi s'est plutôt bien débrouillé. Oui. Mais franchement, quand tu regardes le mercato, pour moi, c'est vraiment l'équipe où il y a le plus de différence comparé à la saison passée en termes d'effectifs. C'est-à-dire qu'ils ont perdu tous leurs meilleurs joueurs, quasiment. Et en termes de renfort, c'est léger. Et quand tu vois que déjà la saison passée, ils se sauvent un peu miraculeusement en gagnant le dernier match de championnat contre Differdange, et qu'après le barrage, c'est un scénario complètement rocambolesque qui finissent par sauver au péno. Bon, ça va être très dur cette année. Après, ça reste un club historique, c'est le club doyen. Donc, Bon, on verra si cette valse des entraîneurs va porter ses fruits et donnera raison au comité directeur. En tout cas, nous, on passe aux autres championnats, notamment avec la Ligue 1 Dames.
Après le match en retard qui s'est joué entre le Racing et l'Entente Osingen-Norden, remporté par le Racing 11-0, donc plus de matchs en retard, et c'est désormais donc la 4e journée de Ligue 1 Dames qui s'est jouée samedi, avec l'Entente WMGB qui n'a toujours pas engrangé le moindre point en s'inclinant 0-4 face au Racing. Le SCL s'est fait surprendre et match nul face à Differdange 2-2. La jeunesse Junglinster est allée l'emporter face à l'Entente Osingen-Norden. Mamers s'est lourdement incliné contre le Swift, 1-7. Enfin, les Young Girls de Diekirch se sont imposés 4-0 face au promu l'Union Mertert Wasserbili. Ce qui nous donne au classement le Racing et le Swift en tête avec carton plein, 12 points sur 12 possibles et une différence de but positive de 23 pour le Racing et 22 pour le Swift, à un petit but près. En bas de classement, donc l'entente WMGB est toujours à 0 points. Ça promet une belle bataille et notamment un Racing Swift de toute beauté le 12 octobre. Évidemment à suivre avec Mental. En promotion d'honneur, s'est jouée la 7e journée ce dimanche. Feulen a perdu 0-2 face à l'Etzela Ettelbruck. L'avenir Begen s'est imposé 3-1 face à Chifflange qui commence à sentir le roussi en bas de classement. Mamers s'est imposé 3-0 face à la résidence Valferdange et je vous invite donc à suivre les buts en direct pendant le déroulé de ces résultats. Steinzel et Bisson se sont séparés dos à dos de partout. Le Luxembourg City a gagné face au Mariska Mersch 1-0. Sandweiler s'est incliné 1-5 face au Cupchen Wormeldange. La jeunesse Canard a gagné 3-0 face au Berdenia Berbourg qui enregistre donc sa première défaite depuis le début de la saison. Et Rumlange et Kergeng se sont quittés sur le score de 1-partout. Kergeng est donc seul en tête avec 17 points devant 3 équipes qui se tiennent à 14 points. Il s'agit de Mamers, Bissen et Berbourg. Bissen qui fait vraiment une entrée tonitruante dans le classement de la PH. En bas de classement, Rumlange est toujours avec 3 points. 15e de cette PH et Sandweiler avec 1 point ferme la marche. Bien, messieurs, merci beaucoup d'avoir été présents pour cette 53e émission du Clubhouse de Dribble. Mehdi Kirch était avec nous pour sa 2e apparition, puisqu'il est venu il y a 1 an et demi lors des premières émissions. Oui. C'est bien, hein, tu es un peu notre fil rouge, on t'invite tous les 18 mois. Merci beaucoup, Mehdi, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et puis, alors là, qu'est-ce qu'on peut souhaiter ? Parce qu'entre la coupe, la trêve internationale, finalement, vous n'allez pas rejouer avant le 20 octobre. Donc là, c'est plus de repos, plus d'entraînement. Un bon repos. Bon repos. Voilà, un bon repos et pour repartir de plus belle. Oui, parce qu'il y aura notamment un match face au Swift qui va vous attendre fin novembre. Voilà. Boris, on se voit vendredi pour l'apéro du Clubhouse. Et puis, nous, on vous souhaite une très bonne semaine et on se dit à lundi pour le Clubhouse de Dribble. Allez, bye bye. Ciao, ciao. Ciao, ciao.